J'ai travaillé aussi, je travaille comme conseillère bilingue pour le ministère de la Santé, pour les politiques et programmes. J'ai eu à travailler aussi comme auditrice pour toutes les sociétés d'aide à l'enfance en Ontario. On a aussi le plaisir d'accueillir parmi nos invités Monsieur César. Monsieur César est le directeur général de l'Ontario-Est en équité, diversité et inclusivité. Bonjour, Monsieur César, et merci d'être parmi nous. Merci. On a aussi un grand plaisir d'accueillir Madame Antoinette Ilalela, coordinatrice et membre fondatrice de Rafio. Bonjour, Madame Antoinette, et merci d'être parmi nous. Sans oublier Madame Spes Ngundwa, vice-présidente de Raguruka, association des femmes venant du Burundi. Bonjour, Madame Spes, merci beaucoup d'être parmi nous. Merci à tous qui se sont joints à nous aujourd'hui. On espère qu'on va avoir une discussion vraiment à cœur ouvert, une discussion qui sera sans nul doute accompagnée par certaines émotions, étant donné que le sujet en soi est très délicat et peut provoquer certaines émotions. Mais si on veut, si certains parmi vous ont des émotions particulières, on pourra en parler à la fin de la conférence. Merci à tous. Donc, en premier lieu, je vais vous partager aussi l'ordre du jour. Donc, après ça, on va avoir le mot de bienvenue de la vice-présidente de Raguruka, Madame Spes Ngundwa, qui sera suivi par la discussion sur les deux thématiques, à savoir le racisme dans les écoles, racisme et discrimination dans les écoles, et aussi le racisme dans les structures d'aide à l'enfance en Ontario, et l'impact du racisme sur l'avenir des Noirs, ainsi que des initiatives en cours pour contrer ce fléau. Avant d'entrer en profondeur, j'aimerais donner la parole à Madame la vice-présidente de Raguruka pour un mot de bienvenue. Merci. Merci Blandine. Je veux remercier moi aussi nos conférenciers, Monsieur César Ndemamoussa et Antoinette Ilalela, qui sont là pour nous aider à entamer cette discussion sur un sujet qui nous tient à cœur. Je voudrais vous remercier, vous tous aussi, qui vous joignez à nous pour discuter de ce sujet qui est combattre le racisme. Je tiens à remercier Patrimoine Canada pour leur concours à la mise en œuvre du projet. Ce projet, donc, qui est discutant à cœur ouvert pour combattre le racisme systémique, c'est un projet qui s'inscrit dans la stratégie canadienne de lutte contre le racisme à travers son premier objectif, à savoir lutter contre le racisme et la discrimination, promouvoir la compréhension interculturelle et interconfessionnelle et favoriser l'égalité des chances à participer pleinement à la société canadienne. À travers ce projet, Raguruka vise à rassembler des jeunes, des parents et des enseignants membres des communautés racialisées francophones autour des thématiques liées aux obstacles à l'emploi, à la justice et à la participation sociale due au racisme systématique à l'endroit de la communauté noire. La mise en œuvre de ce projet sera caractérisée par l'organisation de 3 conférences virtuelles, étant donné qu'on est toujours en situation de pandémie, même si on s'ouvre un petit peu, qui seront une opportunité d'échanger sur les obstacles, partager les expériences vécues et leur impact sur l'avenir des jeunes racialisés et la communauté tout entière. Pour notre première conférence aujourd'hui, on aborde les questions liées au traumatisme et au stress causé par les microagressions et le racisme vécu en milieu scolaire, ainsi que les conséquences à long terme. Je vous remercie pour votre écoute et je repasse la parole à Blandine. Merci beaucoup, Madame Spes. Et donc, avant d'aller en profondeur de discuter la thématique, j'aimerais revenir très rapidement sur la définition du racisme tirée de Wikipédia. Donc, le racisme est une idéologie qui, partant du postulat de l'existence des races au sein de l'espèce humaine, considère que certaines catégories de personnes sont intrinsèquement supérieures à d'autres. Mais on peut se demander, qu'en est-il du racisme systémique et comment se manifeste-t-il dans les écoles ou au sein des structures d'aide à l'enfance en Ontario? Y a-t-il un impact sur les jeunes noirs et leurs familles qui subissent ce racisme? Est-ce qu'il y a des initiatives en cours pour contrer ce fléau? C'est ça qui va faire le débat l'objet de notre débat, avec surtout Monsieur César qui va
nous parler du racisme dans les écoles, mais aussi dans les structures d'aide à l'enfance. Et on reviendra sur Madame Antoinette Ilalila pour nous parler de l'impact du racisme. On sait que beaucoup de recherches ont démontré que le racisme a un impact sur la santé mentale et le bien-être de ceux qui sont victimes. Madame Antoinette aura le plaisir de nous en parler en profondeur. Merci, Monsieur César. À vous la parole. Je suis bel et bien là. Petit problème technique. L'écran s'était fait tout petit et je le cherchais. Donc, merci beaucoup de m'accueillir. Permettez que j'élargisse l'écran et que je puisse partager ma présentation. On aurait l'impression que ça ne fait pas 2 ans que je fais ceci chaque semaine. Je suis désolé. Donc, voilà, share screen. Oui, share sound. Je suis désolé, je semble être gelé. Allô, est-ce que vous m'entendez? Je semble être gelé. On t'entend bien, César. C'est juste que on voit que tu essaies de partager quelque chose, mais rien sur mon écran. Aïe. Moi non plus. Permettez que j'arrête le partage ici et je vais recommencer. Je suis désolé de cela. Ceci n'est pas du tout habituel. OK. Permettez-moi que je recommence, s'il vous plaît. Désolé de cela. C'est parfait. Merci. Donc, merci beaucoup de m'accueillir pour cette présentation sur le racisme anti-noir en éducation et aide à l'enfance. Je suis César Ndemamoussa et avant d'aller plus loin, question de temps déjà, tous mes remerciements pour la présentation. Donc, je suis né au Cameroun, je viens de France et au Canada depuis le lycée. Ce pays, comme on voit dehors, a un hiver froid, il faut le dire, c'est pas mal froid. J'ai eu l'honneur de pouvoir représenter ce pays du Canada au début vingtaine dans des compétitions d'arts martiaux, notamment en tant que membre d'équipe Canada karaté et champion national, mais également fin vingtaine en tant que dans des compétitions académiques internationales, notamment au niveau du Parlement européen. Je suis présent dans les médias, tout comme je siège sur des conseils d'administration et autres comités à représenter la communauté noire, à adresser les enjeux systémiques de racisme, mais également racisme connecté, que ce soit à la pauvreté, la santé mentale, la place de nos jeunes, nos personnes âgées, etc. Et en tant que panafricaniste, c'est noir des 4 coins du monde, de tous les teints de peau, toute représentation. Et comme vous pouvez le voir, être présent à faire la formation de cadres, de professionnels et notamment cadres supérieurs sur ces enjeux et bien sûr aller au-delà de formation pour réellement adresser les politiques, les pratiques, etc. Juste pour vous dire d'emblée, et comme ça a déjà été dit, il y aura effectivement du contenu dit sensible par rapport à la présentation, c'est sûr. Déjà, pour démarrer, j'aimerais faire une déclaration de racisme anti-noir et rendre un hommage à mon premier enseignant noir, le professeur Kalulambi Pongo, décédé l'année dernière, qui était à l'Université d'Ottawa. Il faut comprendre que le racisme anti-noir est présent dans toutes les institutions, notamment dans le secteur de l'éducation, dans lequel il œuvrait, tout comme dans l'aide à l'enfance, et son impact sur les esprits et corps noirs est avéré et documenté.
Ce sont des constructions sociales qui émanent d'idéologies de suprématie de par le monde. Donc, ne pensez pas qu'il n'existe que la suprématie blanche. Il y a plusieurs idéologies de suprématie. Hashtag Black Lives Matter, donc le mouvement mondial qui a suivi le meurtre filmé de George Floyd, aide à changer les discours et actions par la conscientisation. Les personnes noires, ne dites pas personne de couleur. Personne de couleur est un langage raciste inventé par des blancs intellectuels pour sous-entendre que les blancs ne sont pas des gens de couleur, alors que même dans la réalité, les personnes noires sont victimes de racisme dans toutes les communautés non noires de par le monde. Donc, les personnes noires doivent être soutenues mondialement si et quand les gens disent vouloir mettre fin au racisme et créer un monde de justice. Et en ce sens, je rappelle cet hommage au professeur Kalumbi Pongo, puisque l'on peut très facilement imaginer et comprendre l'impact que peut avoir un enseignant noir sur un étudiant noir, plus cet étudiant est jeune. Alors, dès le départ, pour entrer dans le vif du sujet, il faut que l'on parle de c'est quoi le racisme à l'équité, diversité et leadership. Leadership dans le sens de comprendre que vraiment les changements que nous voulons, c'est au-delà de juste parler d'éducation et de l'enfance comme s'ils ne sont pas connectés, mais comme s'ils ne sont pas aussi connectés à toutes les autres institutions. En ce sens, il faut comprendre que l'image que vous voyez à gauche, nous vivons dans un monde de discours de multiculturalisme et exemple, la beauté des drapeaux de tous les pays du monde. Or, combien de personnes savent que si on regarde pour nous, notamment qui sont originaires de pays d'Afrique, la majorité des pays d'Afrique, les cartes n'ont pas été dessinées par des Africains, les drapeaux ne sont même pas, n'ont même pas été désignés par des Africains. Et s'il faut le dire, beaucoup de noms de pays d'Afrique, exemple, mon propre pays où je suis né, le Cameroun, ce ne sont pas des noms d'Africains. Cameroun, qui vient de Rio dos Camaroes, en portugais, qui veut dire rivière de crevettes, de grosses crevettes. Donc, c'est une insulte à la conscientisation noire, au même titre qu'ici, à être au Canada, le drapeau canadien ne représente pas les autochtones et même le nom du pays, etc. Vous comprenez que ici, on fait face aux impacts de l'esclavage et de la colonisation. C'est également un monde où on nous dit que être éduqué, être diplômé ouvre des portes, mais disons-nous la vérité, quand le diplôme, mais également la couleur de peau, dit venir d'Europe comme des États-Unis, cela ouvre énormément plus de portes que lorsque l'on vient d'Afrique ou d'autres pays et régions du monde. Attention à la victimisation facile. Je ne dis pas que ce soit le cas pour tout le monde, mais c'est un constat en termes d'identité et de groupe. Et en ce sens, même lorsque l'on regarde le drapeau LGBTQ, combien de personnes savent que ce drapeau arc-en-ciel est en fait dénoncé notamment par les communautés LGBTQ noires qui revendiquent le drapeau LGBTQ de la ville de Philadelphie qui a une barre brune et une barre noire. Pourquoi? Parce que l'activisme LGBTQ a en fait commencé en 1969 par des personnes LGBTQ et militants noirs. Donc, tant et tant de choses que l'on nous dit qui sont données, valorisées pour tous et toutes, alors que dans la réalité, par exemple, quand on regarde la bulle des opinions et des voix, on sait très bien que les opinions de X et Y comptent davantage selon ses identités, telles à être un homme, être blanc, être hétérosexuel, être chrétien en Occident, mais surtout être riche et connecté. Alors ainsi, ce à quoi nous voulons évoluer, c'est un monde de diversité où la diversité des peuples et des perspectives est valorisée. L'inclusion, beaucoup de personnes disent inclusion. Inclusion, c'est quoi? C'est diversité dans la salle. Il faut évoluer à parler d'inclusivité. L'inclusivité, c'est lorsque l'on prend la diversité dans la salle et que l'on valorise les individus par rapport à leurs identités. En ce sens, qu'est-ce qu'on remarque? On se pose la question, est-ce qu'une femme, et notamment une femme noire ou autochtone, dans cette salle peut devenir la patronne? Est-ce que la personne handicapée est restreinte à juste parler de son identité d'handicapé comme si elle n'a pas d'autres identités? Et en même temps, est-ce que la psychologie, l'histoire, la culture, les émotions des individus dans la salle sont valorisées ou bien ce n'est qu'une question de performance? Ceci pour arriver à un monde d'équité basé sur les résultats émanant de politiques
de changement de pratique, mais également du fait que les gens puissent adresser leur position, leur location, leur position sociale par rapport aux enjeux en question. Il est important de parler de ceci. Pourquoi? Car, comme vous l'avez déjà dit dès le départ, les enjeux dont nous parlons sont des enjeux systémiques. En d'autres mots, il y a des rapports de pouvoir, il y a des politiques, il y a des textes de loi qui sont derrière ces inégalités que nous adressons. Ce n'est pas une question d'un individu, pour autant que, absolument, on peut reconnaître monsieur, madame tel est raciste, comme monsieur, madame tel est victime de racisme. Mais la vérité est que c'est une question sociétale, et sociétale, c'est une question historique et culturelle. Permettez que j'avance, s'il vous plaît. Alors, tel que je vous le disais, il faut que l'on parle de cette origine du racisme. Sans aller trop loin dans l'histoire, il faut comprendre que le racisme est né de l'intersection, de la rencontre de deux concepts humains dans l'espace et dans le temps, soit la religion, donc prendre la spiritualité au niveau dogmatique afin de créer des modèles, dogmes, et également idéologie par rapport à des divinités comme des pratiques, mais également le concept d'empire, soit l'expansion, le conflit pour l'acquisition de ressources. Et en termes d'acquisition de ressources, historiquement, la ressource numéro 1 a et demeure encore l'être humain, et de là, l'esclavage et colonisation. Attention, les personnes noires ne sont pas les seules personnes de l'histoire humaine à avoir été esclavagisées et colonisées. Toutefois, en raison de la durée de ces esclavages et colonisations, tout comme de la médiatisation de l'esclavage et colonisation noire, mais également des séquelles psycho-émotionnelles et identitaires, de par les quatre coins du monde, l'esclavage et colonisation tendent à être vus sur les personnes noires en raison, pourquoi? De la diabolisation de leur couleur de peau. La réalité est que nous vivons dans un monde qui est dit un monde d'exceptionnalisme européen, un monde où, depuis 5 siècles, donc si on prend la référence historique Christophe Colomb, mais en fait, depuis exactement les années 1443-1444, les Européens se sont embarqués dans des entreprises. Quand je dis européens, comprenez que je parle surtout de quelques pays d'Europe de l'Ouest, principalement France et Angleterre, Portugal et Espagne, Allemagne comme Hollande, Italie et Belgique, se sont embarqués dans des entreprises de domination d'autres peuples. Et parmi ces autres peuples, il y a principalement domination du peuple noir et diabolisation, notamment par la religion, mais également domination pour l'acquisition de ressources pour s'enrichir eux-mêmes. L'image que vous voyez ici en arrière-fond est l'image du magazine Puck. Le magazine Puck est un magazine américain de la fin du 19e siècle, donc un magazine par des Blancs bourgeois de la haute classe. Ce magazine dénonçait ce que les États-Unis faisaient, comme les autres nations européennes que je viens de nommer, comme quoi la propagation de l'idéologie de la suprématie blanche. Ce que vous voyez sur cette image n'est nul autre que le dit oncle Sam, qui en fait est le président Abraham Lincoln, faussement célébré pour mettre fin à l'esclavage, mais en fait qui a tué le plus d'Autochtones aux États-Unis en un seul jour. Le président Abraham Lincoln qui est représenté comme Dieu, Dieu qui serait blanc, Dieu qui serait tout-puissant, et donc Dieu qui montre quoi? Il montre la beauté, la sensibilité, la désirabilité de la femme blanche et son esthétique, tout comme la force, l'intelligence, la puissance, la technologie de l'homme blanc au peuple foncé du monde. Au peuple foncé du monde dans une lutte de domination de leur esprit, de leur psyché, comme quoi les blancs sont supérieurs, les non-blancs sont inférieurs. Et en ce sens, la réalité du monde dans lequel nous vivons, un monde de race et classe où un homme blanc, riche, connecté, chrétien, sera toujours plus avantagé dans les systèmes, et également sa femme, c'est de là, c'est cette image qui représente cela très bien. Permettez que j'avance. J'ai ici une vidéo que nombre pourront trouver sensible.
Toutefois, il est important de comprendre que ce dont nous parlons n'est pas une question soit d'individu et absolument n'est pas en soi une question d'attaquer ici la religion, mais de comprendre les systèmes. Et en comprenant les systèmes, ici, vous allez voir un film qui avait été interdit en France lors de sa parution en 1976. Pourquoi? Ce film, en fait, dénonce un événement réel qui est arrivé ici en Afrique de l'Ouest, mais également en Afrique centrale, il y a de cela près de 100 ans. Je vais tout simplement jouer la vidéo et vous allez très bien comprendre. Pourquoi est-ce que c'est lié? C'est lié à l'éducation, mais c'est également lié à l'aide dans l'enfance de par la nature des systèmes. Qu'est-ce qu'il peut faire, le dieu des plans? Le couteau! Le couteau! La cartouche! La cartouche! Le fusil! Le fusil! Coupe! Coupe! Le sabre! Bonjour, sergent. Bonjour, près de moi. Le fusil! La cartouche! La baïonnette! La baïonnette! Non, la baïonnette là-bas! Là-bas? Yo! Net! La baïonnette! La baïonnette! La baïonnette! La baïonnette! Non, la baïonnette! Ça y est, on peut y aller. Écoutez bien. Assomption, levez-le, vite. Notre Seigneur Jésus-Christ! Amen! Amen! Les blancs sont plus forts que les noirs! Pourquoi? Parce qu'ils ont un meilleur Dieu! Le Dieu des plantes donne la force! Ceci est un félon! Et le noir qui monte dessus tombe! Alors qui veut essayer? Et toi là? Toi là qui est fort, non? Allez! Allez! Regardez donc qu'est-ce qu'il peut faire le Dieu des plans! Le supplétif dit comme ça. Ça, c'est manière de blanc. Mais le dieu de blanc ne donne pas la force aux noirs. Alors regardez. Assomption, à toi. Regardez, celui-là est noir. Il est noir. Mais s'il croit dans le dieu des blancs. Alors, que comprendre de cette vidéo que vous venez de voir, ce n'est pas en soi une attaque ou quoi que ce soit envers, envers le christianisme ou bien le catholicisme. C'est une question de comprendre comment, par des rapports de force, la psychologie est utilisée pour convaincre des personnes qu'elles sont inférieures, pour les rendre aliénées à leur culture, mais également pour faire quoi? Pour permettre une domination, une imposition de certains modèles culturels qui se retrouvent dans d'autres systèmes. En ce sens, ici, vous allez voir, tel que je le démontre, dans tous les systèmes, la matrice même de l'oppression en Occident. Et cette matrice de l'oppression se retrouve, qu'importe les identités sociales, les catégories d'identité sociale, mais quand on voit les groupes privilégiés, les groupes marginalisés, et donc, quand on parle d'intersectionnalité, on voit que l'idéologie, le concept de la race est central pour comprendre non pas ce qui peut arriver à un individu. J'aime souvent donner l'exemple de Barack Obama ou bien de Oprah Winfrey, des individus, mais que par rapport au groupe,
La célébration des individus ne diminue en rien la marginalisation du groupe. Et en ce sens, on peut voir, lorsque l'on contraste ici une étude du magazine Maclean, le magazine Maclean qui ne peut être accusé d'être un magazine libéral ni de gauche, quand on contraste la marginalisation des autochtones canadiens comme des Noirs américains, on se rend compte que sur tous les plans, sur toutes les données, les personnes minoritaires, et notamment noires, sont fortement marginalisées. Ceci est vrai aux États-Unis, au Canada, comme en France, comme en Angleterre. Au-delà de l'éducation et de l'aide à l'enfance, c'est une question systémique bâtie sur des rapports de force historiques et culturels. Alors, quand on parle de l'éducation, être élève en Ontario, au Canada, mais de race noire, c'est vraiment être physiquement présent comme ses camarades blancs, mais de vivre une différente réalité. Je dis cela avec plein d'honnêteté. Pourquoi? J'ai été étudiant, comme j'ai dit, ici au lycée au Canada. Pour moi, ce fut une belle expérience, je ne le cache pas. Mais autant c'était pour moi une belle expérience, autant j'étais au courant que pour nombre de mes camarades noirs, il y avait de la discrimination, il y avait du racisme. Donc, mon cas est parmi les exceptions qui confirment la règle. Règle confirmée, d'autant que les études sont là sur cette marginalisation, mais également sur le fait de la différence. La différence telle que venir du Congo, venir d'Haïti, venir du Rwanda, Burundi, venir de Jamaïque. Pourquoi venir de quelque part où tant de fois nos jeunes à l'élémentaire, au lycée, mais également au collège et université sont demandés, mais d'où viens-tu vraiment? Et ceci dicte toute la trame narrative de la conversation, mais également de l'éducation et trop souvent des conséquences du fait d'être différent, et je vais vous le démontrer. Cela change les données. Pourquoi? Parce que dès le départ, quand on parle du système, on parle de rapport de force. Tout système, de par sa conception, est responsable d'une discrimination envers des groupes marginalisés. Ce ne sera peut-être pas toujours les Noirs, mais ça sera toujours quelqu'un. On peut remarquer très souvent que les femmes tendent à être victimes de discrimination, les Noirs également, etc., etc. Alors, dans cette logique de discrimination par rapport aux notions de domination, qu'est-ce qui arrive quand monsieur ou madame, ici on parle évidemment d'une personne blanche, est raciste directement ou indirectement? Et solution. Cela se manifeste comment dans le secteur de l'éducation? C'est très souvent une baisse ou une surestimation des attentes selon la race. Baisse trop souvent pour les étudiants noirs, surestimation trop souvent pour les étudiants asiatiques. Une prétention à la neutralité raciale plutôt que de tenter de comprendre les réalités culturelles. Exemple, on a des enfants noirs qui viennent ici en tant que réfugiés, qui ont subi des traumatismes. Qui leur en parle? Qui prend le moment de les écouter? Très souvent, l'enfant dit bruyant, qui dérange la classe, qui bavarde, très souvent cherche juste quelqu'un pour l'écouter. Nous avons l'utilisation de langage racialement codé. Racialement codé, trop souvent, le terme noir est utilisé pour tout et rien qui est négatif, également par des personnes noires. Ce n'est pas suffisant de dire que ça fait juste partie du langage. Le langage lui-même est une construction. Le renforcement de mesures disproportionnellement disciplinaires, où toutes les études confirment que les étudiants noirs, pour les mêmes fautes, les mêmes mauvais comportements, sont plus souvent punis et plus fortement punis que leurs camarades blancs et blanches. Il y a une valorisation de la blancheur, de tout ce qui est blanc, pur, beau, comme quoi un idéal. Il y a un tokenisme des cultures des élèves pour se rapprocher d'eux. Très souvent, une sorte d'appropriation culturelle. Il ne faut pas non plus oublier que trop d'enseignants non noirs, enseignants blancs, tendent à ne pas être solidaires
par rapport à l'embauche d'enseignants et d'enseignantes noirs pour mieux représenter le corpus étudiant. Et ici, vous pouvez voir en photo comment le fait d'avoir cet enseignant noir, tel que je vous le montrais dès le départ, peut avoir tout un impact sur le psyché et la valorisation du groupe. Et quand je dis le groupe, je ne parle pas que des étudiants noirs, mais les étudiants blancs et autres non-noirs bénéficient grandement de la présence noire qui sort des stéréotypes. Je l'ai vu souvent adresser des étudiants du secondaire, mais également des niveaux collégiaux et universitaires. Le fait d'être une personne noire, d'être un professionnel noir, de parler avec intelligence, de connaître son sujet, a un profond impact sur eux, sur elles, car trop souvent limités à ne voir les personnes noires que selon les stéréotypes de l'idéologie dominante, tels dans le sport et la musique et la comédie, mais également dans la pauvreté, dans le crime, dans la religion, dans la demande financière. Permettez que j'avance. Alors, il faut oser adresser le curriculum. Il faut adresser le curriculum au-delà par rapport à son impact culturel et identitaire. Ce n'est pas une question de rejeter tout ce qui vient de l'Occident ni d'Eurocentrisme, absolument pas, absolument pas. Il faut valoriser, oui, ce qui vient de l'Europe au niveau de la contribution humaine, mais pourquoi est-ce que ce qui vient d'Afrique, ce qui vient des personnes noires, des philosophes noirs, des personnes de sciences noires n'est pas enseigné, n'est pas valorisé? C'est le fait de voir que nous avons un système scolaire où on enseigne librement des intellectuels et philosophes tels Ibn Khaldun qui comparait les Noirs à des animaux qui ne sont bons qu'à l'esclavage et au sexe. Ibn Khaldun dit le père de la sociologie et éminent intellectuel arabo-musulman, mais également de voir des Voltaire qui disaient ouvertement que les Blancs sont supérieurs aux Nègres. Et pourtant, on parle ici de philosophie des Lumières, tout comme la fameuse philosophie allemande où Hegel disait que l'Afrique n'a pas d'histoire et n'a rien contribué à l'humanité. Et rappelez-vous bel et bien, ceci rappelle le discours d'un certain président français, Nicolas Sarkozy, à Dakar en 2007. Ce genre de mentalité que l'on trouve dans le domaine de l'éducation se voit également lorsque l'on parle de la souffrance noire, que ce soit des étudiants africains tentant de fuir l'Ukraine, ou bien que ce soit des réfugiés mourant dans la mer Méditerranée, des migrants, ou bien le cas de la Libye, esclavage des Noirs. Pourquoi? Car ce qui est dit noir n'est pas valorisé, tel Cheikh Anta Diop parlant de Kemet, ancienne Égypte noire pharaonique, être une civilisation noire, pas enseignée, pas valorisée et trop souvent, même dans les familles, même dans les écoles d'Afrique et des Antilles, donc dans les communautés noires. Monsieur César, est-ce que je peux me permettre de vous interrompre? Il y a certaines personnes qui ont du mal à vous entendre. Est-ce que vous pouvez augmenter le volume, s'il vous plaît? Oui, je vais tenter de parler plus fort. Tenez-moi au courant si c'est mieux. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Désolée Merci. de vous interrompre. Non, merci. Il faut le faire, il faut le dire. Merci beaucoup. Donc, parler de racisme au niveau de l'éducation, c'est d'aller au-delà de ce jugement, ce fameux jugement de 1954 aux États-Unis qui a mis fin à la ségrégation raciale dans les écoles, Brown versus Board of Education. Mais c'est également de comprendre que ce jugement est venu suite au test de la poupée qui se fait depuis les années 40, où les chercheurs ont compris que la majorité des enfants noirs vont préférer une poupée blanche. Pourquoi? Car vivant dans un monde dominé par la culture, l'imagerie positive de ce qui est blanc. C'est également de comprendre que ce racisme internalisé se voit tel au niveau non seulement du blanchiment des contenus. Ici, je vous ai donné un exemple. Le pharaon Toutmosis III d'ancienne Égypte. On parle ici 16e siècle avant notre ère, qui est dit le Napoléon africain, alors que Napoléon a existé plus de 3000 ans après lui. C'est de voir qu'on parle du chevalier de Saint-Georges, que trop peu de personnes noires connaissent. Chevalier de Saint-Georges, un éminent compositeur classique, un champion au niveau de l'escrime, au niveau de la musique classique. Et pourtant, il est dit le Mozart noir, alors qu'il a de son vécu enseigné à Mozart.
Donc, c'est de voir qu'au-delà du blanchiment des contenus, c'est une dépigmentation identitaire, une dépigmentation au niveau du psyché. Mais au-delà de la visibilité, donc le simple fait de mettre de la diversité, de l'inclusion, tels des élèves et des enseignants noirs, il faut adresser les disproportionnalités et les disparités par rapport à l'inclusivité, par rapport au rapport de force, la psychologie, la culture, etc. Alors, c'est de comprendre les biais inconscients et les microagressions. C'est de comprendre les déterminants sociaux de la santé, en d'autres mots, quand une personne naît, les premières années de la vie, le statut d'immigration, mais également sa race, de comprendre la situation socio-économique de ses parents. Les déterminants sociaux de la santé sont fondamentaux à comprendre, à prédire le potentiel de bonheur ou de marginalisation d'une personne pour en venir à une intersectionnalité des différentes identités et parler réellement d'inclusivité en éducation. J'ai pour vous une vidéo. C'est une vidéo de 4 minutes, mais je demande votre attention. Elle est en anglais. Je n'ai pas trouvé de version française. Elle est en anglais, mais je pense que vous allez être marqué par cette vidéo. Donc, votre attention, s'il vous plaît. Good morning. How are you? Cool. So, can we talk about how you got here? Hey, you think I got a funny looking face? Hey kids, I'm telling you, go right here. Man, we ain't doing nothing. Go right here before I'm called cops. That fool's off the plane. So, you didn't do anything? Nope. Then what's all this? Depends on who's reading it, I guess. Well, looks broken. Skateboarding, huh? Yes. Is this the first time you've hurt yourself? No, I get hurt all the time. At home? At home? He hurt himself skateboarding at the park. Okay, ma'am. I'm gonna have a counselor come in and speak with you. A counselor? For what? He's okay. Well, I done told you them tricks were gonna put you in the hospital. I'm sorry. I'm sorry, too. A nurse will be in a few minutes to help you check out. What's up? That doctor thought I did this to him. How you doing? Hi. It ain't fair. Fair has nothing to do with this. This is about you taking responsibility for your actions. Look, I know so many young men just like you that didn't do anything. And yet, most of them are in prison. You don't know me. I ain't going to no prison. If you don't want to end up in prison, you're going to have to get some new priorities and probably some new friends, too. Look, you're not getting any younger. You need to get an education so you can get a good job. Like you just like everybody else. You think you see, but you don't see. You see what you want to see. I see what's in this folder. It shows me what you've been doing. I ain't doing nothing.
I am not doing anything. Stop. I ain't doing nothing. I'm not doing anything. And yes, you were. Get to the timeout chair. Now, please. I'm sorry. I am so sorry. Pardonnez-moi. Alors, dans cette vidéo, ce qu'il faut comprendre, c'est bel et bien le fait que l'impact, il semble que je sois gelé. Est-ce que l'on m'entend bien? Oui, on vous entend très bien. Très bien, merci. Il faut comprendre dans cette vidéo l'impact de la société, de la culture, de comprendre l'intersection de différents systèmes par rapport à cette réalité. On ne peut juste parler de manière isolée d'éducation, car il faut déjà comprendre que cette éducation, donc le secteur de l'éducation, la réalité de l'enfant, du jeune et même de l'adulte noir dans le milieu de l'éducation est intrinsèquement liée à tous les autres systèmes. Si je peux juste demander rapidement pour la personne qui est en charge de temps, combien de temps il me reste? Vous avez dépassé 5 minutes. Donc, il est 12h50. OK. Donc, j'ai combien de temps encore juste pour m'assurer? Vous pouvez avoir comme 5 minutes de plus et puis on donnera la chance aux participants de poser des questions. D'accord. Je vais faire rapidement, peut-être 7 minutes, s'il vous plaît. C'est pas grave, oui. Merci. Donc, de comprendre cette intersection au niveau des systèmes de l'éducation, c'est également comprendre par rapport à l'aide à l'enfance. Et ainsi, il faut comprendre que l'aide à l'enfance est en fait née pour des bonnes intentions de protection des jeunes lorsque les jeunes, les enfants étaient soumis au monde du travail au milieu du 19e siècle en Occident. Toutefois, la nature de l'esclavage, de la colonisation et donc du racisme est notamment ce qui a amené telle cette image ici de zoo humain en 1958 en Belgique. Cette même mentalité de personnes blanches pensant faire quelque chose de bien, mais tout en discriminant, en ségrégant les enfants, les jeunes et les familles noires. Et en ce sens, il faut reconnaître que l'aide à l'enfance a grandement contribué à la brisure de maintes familles noires. Pourquoi? Car appliquant sur ces familles des modèles sociétaux eurocentriques de familles dans une vision qui ne respecte pas leur culture. Ainsi, parler des disproportionnalités et des disparités, c'est une question de la surreprésentation des enfants noirs dans le système de l'aide à l'enfance. L'exemple classique est celui de l'aide à l'enfance, l'agence de l'aide à l'enfance à Toronto, où les enfants noirs ne représentant que 8% des enfants étaient pourtant 40% de la population des jeunes dans l'aide à l'enfance. Mais c'est également de comprendre un sujet peu parlé. De plus en plus d'enfants noirs ici en Ontario, au Canada, sont en fait des enfants métis, noirs et autochtones, et ainsi subissent une double discrimination dans la société, mais également il y a des enfants qui subissent du racisme dans les communautés autochtones et nous n'en parlons pas assez. Une vision, une voix est cette initiative qui vient de l'Association des sociétés d'aide à l'enfance de l'Ontario, une vision, une voix par rapport au cadre de pratique en termes de recherche, en termes de pratique d'équité raciale, mais également de changer le discours, comment on appelle, de changer tout le système. Dans le volet 3, j'ai notamment contribué pour vraiment représenter ce discours de toutes les communautés noires, qu'importe leurs origines.
Pour vous montrer un peu, les pratiques organisationnelles à changer. Engagement envers un leadership courageux et notamment de formation des cadres supérieurs, une évaluation des programmes et surveillance des rendements, mais également établir des mécanismes de plainte interne et efficaces pour les familles, mais également les jeunes noirs. Et en ce sens, il faut, par rapport au personnel, par rapport aux gestionnaires, l'aide à l'enfance, c'est plus de 80% de personnes blanches, alors qu'il y a une surreprésentation des enfants et des jeunes noirs et autochtones. Alors, il faut offrir de la supervision quotidienne, de la formation continue et des soutiens personnels comme aux bénévoles et personnes responsables. Et également pour les personnes qui adoptent et recueillent des jeunes. Je fais notamment cela en tant que directeur, tout comme je mets en place des pratiques pour mieux adresser cela, mais également il faut encourager la participation et la collaboration avec les communautés. Et de comprendre que pour changer l'institution, ce n'est pas assez de juste mettre des politiques. Il faut adresser la mentalité de trop de cadres dans l'aide à l'enfance qui, comme dans toutes les institutions, ont par rapport aux personnes noires des idées stéréotypées, véhiculées par la culture, véhiculées par l'histoire, tels le manque d'éducation, le fait d'être sur l'assistanat public, le fait de n'être valorisé que dans la musique comme le sport, le fait d'être criminalisé. Adresser leurs privilèges, c'est leur faire comprendre où et comment eux et elles sont privilégiés par rapport aux personnes des systèmes tels noirs, mais de démontrer comment les politiques et les pratiques contribuent à l'oppression. Pour vous donner un exemple simple, jusqu'au début des années 90, les enfants noirs n'étaient pas surreprésentés dans l'aide à l'enfance. C'est le changement de politique en termes de gouvernement, tout comme en termes de politique et pratique de l'aide à l'enfance qui a changé cela. Et ainsi, les changements doivent se faire au niveau micro des individus, des cadres, etc., mais également méso, tels les institutions, les agences d'aide à l'enfance, tout comme macro au niveau de la société. Vous le voyez bien, depuis le meurtre filmé de George Floyd et donc Black Lives Matter, on parle de plus en plus de racisme systémique, on adresse de plus en plus ces enjeux et il faut continuer de le faire. Alors, comprenez l'intersection et l'impact des institutions. Toute organisation est connectée à d'autres. Et lorsque l'on parle d'éducation, même au-delà de l'élémentaire comme du secondaire, même au niveau collégial et universitaire, les personnes noires sont victimes de discrimination. Tout comme lorsque on parle de, exemple, le tableau que vous voyez ici avec les données en rouge, c'est l'insécurité alimentaire qui frappe jusqu'à 1/3 des familles noires. Lorsque cela est une réalité, on peut très bien comprendre que leur marginalisation, au-delà du niveau socio-économique, va augmenter. Et ainsi, lorsque l'on parle de formation, lorsque l'on parle d'éduquer les professionnels et les cadres, ce n'est pas assez que de juste les former, il faut aller plus loin, il faut avoir des pratiques qui forcent le changement. Quand on échoue au changement, voici ce qui arrive. On arrive à avoir un état psycho-émotionnel des jeunes, mais également des adultes noirs qui est miné, qui est endommagé, où l'abus, le stress, mais également l'obésité, le diabète, l'abus de substances sont constants. Les traumatismes, mais également la santé mentale, que ce soit dépression et anxiété, ne sont pas adressés. Une honte permanente. Pourquoi? Car le système et les institutions du système contribuent à dominer les personnes. Surreprésentation dans l'aide à l'enfance, mais également, quand on regarde au niveau des écoles, je disais, une surreprésentation des suspensions et des expulsions des jeunes noirs. Ce n'est pas une simple question d'adresser le jeune haïtien, le jeune burundais, le jeune camerouno-congolais. Il faut oser adresser le système en entier parce que là où certains disent microagression, en fait, c'est une violence réelle et notamment traumatique pour d'autres. Alors, pour en venir vraiment à la fin, pour vraiment changer cette réalité, il faut qu'on comprenne que nous venons d'une société, d'une culture. Nous vivons dans une réalité où il y a une construction par rapport à la blancheur comme étant angélique, comme étant bonne et bénéfique. Et donc, par contraste, ce qui est noir est vu comme diabolique, est vu comme malsain dans toutes les institutions. Ce n'est pas une simple question de parler de religion, c'est une simple question de, comme vous le voyez présentement, regardez le sort des étudiants africains
en Ukraine. Regardez comment on parle des réfugiés, etc., etc. Donc, si nous voulons avoir des jeunes, des enfants qui sont bien dans leur peau, nous devons les valoriser. Mais les valoriser n'est pas une simple question d'attendre des changements au niveau des instituts. Il faut que nous, communauté et familles noires, nous nous investissions davantage, nous les faisons valoriser. Permettez-moi de mettre également l'hommage à un enfant noir, Cozy Johnson. Peut-être vous n'avez jamais entendu parler de lui, mais cet enfant qui est mort à l'âge de 12 ans en 2001 et militait contre le VIH-Sida. Il a changé la mentalité de même Nelson Mandela qui ne croyait pas en l'existence du sida. Valorisons des jeunes noirs, valorisons des héros et des héroïnes noires pour montrer à nos jeunes, pour leur montrer qu'ils et elles sont capables. Permettez que je passe cette vidéo, question de temps, le révérend Martin Luther King, I'm Black and I'm Beautiful. Actuellement, c'est juste 30 secondes. Permettez que, merci beaucoup. Donc, écoutez ce qu'il dit. Oui, c'est le révérend Martin Luther King. Vous avez entendu I Have a Dream. Combien d'entre vous ont entendu I am black and I'm beautiful? Ici, c'est lorsque le FBI et le gouvernement américain l'ont jugé radical et il a été prouvé qu'il a été tué par le gouvernement américain. Permettez. Don't let anybody take your manhood. Be proud of our heritage. As somebody said earlier tonight, we don't have anything to be ashamed of. Somebody told a lie one day. They couched it in language. They made everything black, ugly, and evil. Look in your dictionary and see the synonyms of the word black. There's always something degrading and low and sinister. Look at the word white. It's always something pure, high, and clean. I want to get the language so right that everybody here will cry out, yes, I'm black, I'm proud of it, I'm black and beautiful. Alors, voilà, je vous remercie. J'espère ne pas avoir trop passé de temps, mais en vous remerciant, j'aimerais vous laisser de la sagesse africaine. J'aimerais vous laisser de la philosophie africaine. J'aimerais vous laisser des éléments dont on ne voit ni à la télé, ni on entend parler, mais que nous-mêmes, qui sommes noirs, devons valoriser. Je vous donne Képri. Képri qui vient de la sagesse de Kémet, ancienne Égypte noire pharaonique. Képri, le dieu des résurrections, mais résurrection de l'âme. Képri, le scarabée qui change la bouse, donc le caca, pour dire ça pleinement, en fertilisant. Ubuntu, qui vient des Xhosa d'Afrique du Sud, de Nelson Mandela et de Desmond Tutu. Ubuntu, qui est la reconnaissance de l'humanité de tout un chacun. Je suis car tu es. Sankofa, qui vient des Akans du Ghana et de Côte d'Ivoire. Sankofa qui dit l'oiseau à la tête retournée, continuez d'avancer, mais n'oubliez jamais d'où vous venez. Et finalement, Assia. Assia qui vient des Sawa du Cameroun. Assia qui vient de mon ethnie. Assia qui veut dire, notamment en ce temps de pandémie et d'inflation et futur incertain, Assia qui veut dire, ça va aller, n'abandonnez jamais, relevez-vous, soyons là pour nos enfants, soyons là pour nos jeunes, soyons là pour nos adultes et nos familles, soyons là comme une communauté, ça va aller. Merci beaucoup, merci tout le monde. Wow, merci beaucoup, Monsieur César. Quelle belle présentation, très impressionnant. En tout cas, pour moi, ça a déclenché beaucoup d'émotions, mais en même temps, je viens d'apprendre pas mal de choses. Et je me dis que aussi nos participants ont beaucoup appris. Et j'aimerais aussi inciter tout le monde si vous avez des questions, des commentaires à faire, c'est le moment, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur César. Merci. Merci à vous. Merci à tout le monde. Si vous préférez mettre vos questions dans le chat, je peux aussi les vérifier. Mais sinon, si vous aimeriez parler, vous pouvez lever la main et puis poser votre question. Merci.
Est-ce que je vois Monsieur Jean Gabin. Oui, s'il vous plaît, allez-y. Vous êtes sur sourdine? Je vais briser la glace. Oui, merci beaucoup. Je voyais qu'il n'y avait pas de personnes qui voulaient intervenir. Alors, d'abord, je vais remercier César pour sa présentation, qui est vraiment d'une grande profondeur. Je pense qu'il a abordé un certain nombre de choses qui sont cruciales pour la communauté noire au Canada, je dirais même dans le monde. Toute la question de préjugés, de stéréotypes, c'est encore ancré. La question de racisme systémique, c'est très, très présent. Et les enfants le vivent au quotidien. Je suis sûr et certain que même les gens qui travaillent aussi le vivent dans les différentes organisations. Donc, effectivement, ça appelle un changement systémique. Donc, il faut agir au niveau écosystémique pour que les choses puissent évoluer. Peut-être, moi, je suis professeur à l'Université de Sherbrooke, puis j'enseigne l'apprentissage et le développement aux futurs enseignants, les gens qui enseignent dans les écoles secondaires, toutes les disciplines. Donc, toutes les personnes qui vont enseigner les différentes matières. Donc, j'ai la chance de les avoir dans le cours qui s'appelle apprentissage et le développement. Évidemment, je ne fais pas que ça, puis je fais aussi de la recherche là-dessus, dans d'autres sphères. Bon, je vais réagir sur je dirais 3 choses importantes. La première chose, par rapport à la question des modèles, les modèles issus de la communauté noire, vous avez aussi des responsabilités énormes. Premièrement, parce que vous pouvez inspirer positivement ou négativement aussi les jeunes qui vous regardent, qui vous voient au quotidien. Pourquoi je dis ça? C'est parce que des fois, on a des personnes noires aussi qui sont dans des postes de responsabilité. Ceux-ci ne sont pas nombreux, mais il y en a quand même, il faut le dire. La question que je pose, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que ces modèles font pour influencer aussi les systèmes ou pour les changer de l'intérieur? Donc, s'il y a des personnes qui occupent des responsabilités ici, elles devraient se poser cette question en disant, si moi j'ai eu la chance, si vous êtes une femme, vous avez brisé le plafond de verre, vous êtes à un poste de responsabilité, posez-vous la question, qu'est-ce que moi je peux faire pour transformer le système ou pour influencer de l'intérieur, pour que les choses changent? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je me dis qu'il faut aussi que vous fassiez des choses en direction des jeunes. Il faut parler aux jeunes pour qu'ils puissent voir que tout est possible, qu'il y a des gens qui réussissent et que d'autres aussi peuvent réussir. Comme ça, vous devenez des modèles d'inspiration pour ces jeunes. Donc, pour moi, c'est vraiment important par rapport à ça. Pour les enfants, pour les jeunes, parce qu'il me semble que je viens de voir une question là-bas qui vient d'être posée dans le chat. Pour les jeunes enfants, il y a des éléments importants où je veux vraiment, je pense qu'il y a des parents ici, il y a des éléments importants quand les enfants naissent, grandissent, donc des éléments importants au niveau de l'apprentissage et du développement des jeunes. Il y a la première chose, c'est la notion d'estime de soi. L'estime de soi, je dirais que c'est le fondement même de ce qu'on peut devenir, de notre épanouissement individuel ou même qui peut avoir un impact sur le collectif. Pourquoi ça c'est très important aussi? C'est parce que si très tôt, depuis la maternelle, on te dit que tu ne vaux rien, tu vas voir ce qu'on appelle en psychologie de la motivation, tu vas voir ce qu'on appelle la notion d'impuissance apprise. Donc, ça veut dire que tu vas te rendre compte que tu ne vaux rien. Ça va affecter aussi ton niveau d'aspiration, donc l'expectance value. Et donc, ça a des dommages collatéraux et qui ont un impact sur le long terme. Et donc, c'est important qu'au niveau de l'estime de soi, on soit vraiment conscient que, comme parents, on doit s'engager dans les écoles qui sont fréquentées par nos enfants pour qu'on puisse aussi influencer la façon que le projet éducatif est conçu, comment il est implanté au quotidien,
Personnellement, j'ai eu à m'impliquer beaucoup dans les écoles. Je dois dire que j'ai fait tous les paliers depuis la maternelle. J'ai déjà le conseil d'administration depuis la maternelle. J'ai déjà le conseil d'établissement des écoles, les cégeps, le conseil d'administration, à l'université. Je vois ce que je vous dis, je vous assure que ça a une certaine importance. L'engagement parental. L'engagement parental joue un rôle important pour que les enfants puissent se sentir soutenus et évoluer dans un environnement qui est bienveillant, où ils se sentent valorisés, considérés, mais aussi où les parents peuvent influencer les institutions scolaires. C'est très, très important. Moi, je me rappelle quand je déjà en conseil d'une école où il fallait que je cours dans les assemblées. Pourtant, c'était une école, je suis allé m'impliquer parce qu'il y avait beaucoup d'enfants ici de l'immigration. Et en plus, où il y avait une école de préjugés. Il y avait des préjugés comme quoi c'est des enfants la réussite de cette école, elle était en deçà de ce qui était attendu dans les conditions scolaires. Et je peux vous assurer que les 6 ans que j'ai passé là-bas, je peux vous assurer qu'on a travaillé sur un projet avec la communauté et où on a énormément de changements. Je peux vous dire aujourd'hui que cette école, ça fait plusieurs années, ça fait au moins 7 ans que j'ai quitté, mais quand je passe à cette école, j'éprouve un sentiment immense, j'éprouve une fierté parce que les gens voient ce qu'on a amené pour que déjà on change même la perception à l'endroit de cette école-là. Je peux vous dire que ça a changé et qu'il y a des choses qui ont évolué. Donc, je ne vais pas trop monopoliser la parole, mais impliquez-vous les parents dans les écoles pour orienter hein, tout ce qui tourne autour du projet éducatif, projet de l'école, les projets en direction des enfants. Je vous donne un exemple très simple. Si par exemple, il y a des élèves qui arrivent à l'école qui ont des problèmes de compétences langagières dès le début. Je me rappelle, moi, à la maternelle, j'avais fait voter un budget dans un conseil d'un centre de la petite enfance pour les stimulations précoces pour le langage. Parce que souvent, c'est ce que je viens de là. Il arrive un enfant qui vient dans notre pays, qui ne maîtrise pas le français. Il arrive dans une garderie. Comme lui, il va, par exemple, bégayer par l'équipement de l'apprendre le français. Donc, on assimile qu'il est bête, qu'il ne comprend pas. Alors que les choses, il peut dans sa langue, il le comprend très bien. Ce n'est pas une question d'intelligence. C'est juste une question de transition. Donc, vous pouvez orienter les budgets en disant non, dans notre école, il y a des enfants qui ont des difficultés au niveau des langages. Donc, on veut qu'il y ait un budget qui soit alloué aux stimulations langagières. Voyez-vous? Et ça va avoir un impact sur le processus d'apprentissage. Merci beaucoup, voilà. Monsieur Jean Gabin. Je vais devoir vous interrompre. Je m'excuse beaucoup parce que je regarde. Alors, je finis. Oui, merci. Vous avez soulevé de très bons points, très pertinents. J'espère qu'on a tous compris ça. Mais avant de continuer, de vous donner la parole, Monsieur César, si vous permettez, j'aimerais lire 2 questions qui sont dans le chat. Comme ça, vous allez les répondre en amont. Et puis on pourra donner l'opportunité à Madame Antoinette pour pouvoir parler aussi. C'est bon? C'est correct? Parfait. Donc, dans le chat, il y a une question où on demande « Avez-vous des tips quand ça vient à l'intimidation à l'école pour les Noirs ?» C'est une des questions. Et avez-vous quelque chose d'important à dire aux enfants noirs pour l'école secondaire? Donc, je vais m'arrêter là et puis vous donner l'opportunité de répondre à toutes ces questions. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Déjà, j'aimerais souligner la valeur de tout ce qu'a dit le professeur Ntebutse, car c'est vraiment la continuation de ce qu'il a dit que je vais faire pour répondre aux questions. Par rapport à l'intimidation scolaire, déjà, il faut que nos parents s'impliquent. S'impliquer n'est pas juste une question de venir dans les réunions. Attention, il ne faut pas pointer le doigt. Beaucoup de parents noirs ont une situation socio-économique difficile qui doit combiner 2-3 emplois et souvent à des heures non convenables pour l'école. Toutefois, il faut s'impliquer dans la réalité de la vie de l'enfant. Pourquoi? Lorsque des parents sont présents, non seulement ils peuvent affecter le budget, a donné l'exemple le professeur Ntebutse, mais également le curriculum, le contenu. Mais en plus de cela, ils se font remarquer. J'avais eu à intervenir juste avant le début de la pandémie, donc début 2020, j'avais eu à intervenir dans une école où l'administration me parlant du fait que les parents noirs
sont plus présents dans des événements culturels et non des événements académiques, les jeunes noirs me l'ont également confirmé. Et ça contribue pourquoi à l'intimidation, car ces jeunes noirs ne sont pas valorisés au niveau de leur intelligence, mais également au niveau de leur réclamation et revendication lorsque se disant victimes de racisme, car on ne voit pas leurs parents. De notre côté, pour les jeunes du secondaire, il faut également que les parents s'impliquent à la maison. Il faut que dès l'enfance, acheter des livres. Mon enfant, ma fille, a une collection de livres, c'est rempli de héros noirs, c'est rempli de héroïnes noires. Ne laissez pas juste Hollywood et Wakanda, Black Panther donner une image de fierté à vos enfants. Faites-leur découvrir Kunta Kinte, Shaka Zulu, mais surtout, faites-leur découvrir les Lumumba, les Malcolm X, les Aimé Césaire, les Zumbi dos Palmares du Brésil et les reines et princesses africaines, Hatshepsut, Nzinga, les reines du Rwanda et Burundi. Faites-leur découvrir leur identité, leur culture. Pourquoi je vous dis cela? Je me rappelle deux conférences que j'ai données à des jeunes du secondaire. Conférence sur le racisme, à ma surprise. Un jeune Libanais qui était tellement marqué car j'ai parlé de la terre de ses ancêtres, la Phénicie d'il y a 5000 ans. Ce jeune est resté à l'heure du lunch pour en apprendre davantage. Un autre, un jeune juif, convaincu qu'il n'avait rien à faire dans cette présentation et pourtant il a vu comment l'histoire d'Israël et des Juifs, il y a un lien direct avec l'histoire noire et que les Noirs n'ont pas à se sentir inférieurs. Il était sidéré. Mais combien de fois n'ai-je pas vu des jeunes Noirs en larmes? Combien de fois n'ai-je pas vu des jeunes Noirs être choqués de ce qu'ils apprennent et être fâchés du fait qu'on ne leur apprend pas ceci ou cela, tant de choses qui impactent leur dignité. Donc, c'est vraiment tous ces éléments. Impliquons-nous, impliquez-vous, donnons cette fierté réelle. Et si je peux très rapidement dire ceci, nous sommes au 21e siècle. On est en 2022. Regardez ce qui se passe au niveau géopolitique, Ukraine, OTAN, Russie, Chine, etc. Regardez ce qui se passe au niveau des pandémies. Regardez ce qui se passe si vous analysez la géopolitique, les rapports socio-économiques, mais également si vous savez que d'ici 2050, l'augmentation démographique de l'Afrique fait que 1/3 à 1/4 des êtres humains seront africains. Et ça, c'est sans compter tous les Noirs des Amériques, des Antilles, de l'Amérique du Sud, de l'Inde et d'Océanie. Soyons fiers d'être noirs, mais notre noirceur ne doit pas être une fierté juste de la peau, ça doit être une fierté de la conscience, de l'identité pour se tenir en égaux face à toutes les communautés. Merci beaucoup encore une fois, M. César. Un très bon résumé, très bonne réponse aux questions. Et j'encourage d'autres personnes qui auront des questions, peut-être de les envoyer. Peut-être on pourra vous les envoyer par après. Mais pour question de temps, on va donner la parole à Mme Antoinette Ilalila. Merci encore une fois, M. César. Donc, Mme Antoinette Ilalila va, entre autres, nous parler de l'impact du racisme, de la discrimination contre les jeunes ou bien les Noirs, tout simplement. Et puis, aller en détail et nous parler de son expérience. S'il vous plaît, Mme Antoinette, la parole est à vous. Merci. Bien, merci beaucoup, Blandine, de me donner la parole. Merci aussi à Haguruka d'organiser cet événement. Merci à M. César pour toutes les expériences partagées ici. Je pense que ça nous construit tous. Alors, mon nom, c'est Antoinette Ilalila, comme elle vient de le dire. Si j'essaie de me présenter un tout petit peu, je viens de faire 4 ans et 4 mois ici au Canada, à Ottawa. Académiquement, j'ai fait la psychologie clinique et sociale au pays, au Burundi. Et ici au Canada, j'ai fait l'autisme et sciences du comportement. Comme expérience, j'ai toujours travaillé avec les populations vulnérables, surtout les gens qui ont connu des conflits sociopolitiques, des femmes victimes de violences basées sur le genre, des jeunes filles victimes du trafic humain. J'ai aussi des compétences en élaboration, gestion et évaluation des projets communautaires
Présentement, je travaille au Conseil catholique du Centre-Est, mais je suis encore une fois fondatrice d'une organisation qui s'appelle RAFIO. Je vais vous parler de ça aujourd'hui et je suis coordonnatrice des programmes. Je pense que je vais devoir vous présenter rapidement, faire une présentation rapide parce qu'on n'a pas assez de temps, je pense. Est-ce que je peux faire une présentation? Oui. Merci beaucoup. Alors, le thème d'aujourd'hui, on a déjà entendu parler de beaucoup de choses et je vais en parler davantage parce que le racisme, c'est vraiment une question toujours d'actualité malheureusement. Et je vais juste essayer de parler de mon expérience personnelle en tant que femme demandeuse d'asile ici au Canada. Je sais que ce n'est pas toujours facile de faire son témoignage, mais chaque fois, je prends le courage à deux mains pour le dire. J'imagine que ça peut aider des gens parce qu'il faut qu'on en parle quand même, qu'est-ce que nous vivons. Alors, moi, avant de quitter le pays, avant de quitter le Burundi jusqu'ici au Canada, ben, j'avais un bon travail et j'avais des responsabilités professionnelles et des responsabilités familiales. Et, j'étais autonome, quoi. Mais malheureusement, j'ai dû quitter le pays sans beaucoup de consentement, quoi. Alors, quand je suis arrivée ici au Canada, j'étais venue seule. Je ne connaissais personne, je n'avais pas de relation familiale, rien. Ici à Ottawa, je ne connaissais presque personne, mais je connaissais quand même, j'avais des informations que j'avais recueillies ici et là sur le Canada, mais auprès des personnes, des amis qui habitent dans d'autres provinces et qui étaient venus, qui n'étaient pas venus comme moi ici au Canada, parce que moi, j'étais arrivée comme demandeuse d'asile. C'était vraiment c'est un contexte très différent. Les gens qui arrivent comme demandeurs d'asile, les expériences qu'on connaît, je pense que ça double ou ça triple même les mauvaises expériences qu'on connaît. Alors, effectivement, j'étais obligée d'aller chercher un centre d'accueil pour que je puisse trouver où loger. Et je suis allée au YMCA. Et là, il y avait beaucoup de personnes qui demandaient aussi le logement. Il y avait d'ailleurs, je me souviens, il y avait d'ailleurs beaucoup de Blancs aussi. Il y avait des Syriens qui arrivaient. Et moi, pour ma part, ils m'ont envoyé dans un centre d'accueil pour sans-abri. Pour sans-abri, je le souligne parce que les gens qui se sont vus être affectés dans un centre pour sans-abri, je pense qu'ils ont connu de très mauvaises expériences, comme moi. Alors, quand je suis arrivée dans ce centre-là, j'ai regardé j'arrivais pas à croire que moi, je me retrouve au Canada. Parce qu'en fait, on vient ici avec beaucoup d'illusions, voilà, on est au Canada, dans un pays de droit, un pays développé et tout. Mais ce que j'ai vu, c'était tout à fait différent parce qu'on m'a dit qu'il faut que j'aille dormir dans le salon de télévision. Même la terre, il y avait rien, pas de matelas, pas rien. C'était inimaginable. Et malheureusement, il y avait des sofas qui étaient occupés par les sans-abri. J'étais obligée de dormir tout près d'elles, donc c'était des femmes. Et des fois, ils me surveillaient, elles me disaient, mais non, tu ne dors pas parce que toi, tu es noir et tous les noirs sont des criminels, on doit te surveiller. C'était tellement... J'avais peur, j'avais perdu, j'ai risqué de perdre vraiment les pédales. Et j'ai passé vraiment cette situation, je me questionnais, je commençais à me remettre en doute, à perdre vraiment la confiance en moi, à imaginer que je ne vaux plus rien. Et de là, j'ai commencé à penser que quand même, ça c'est trop, je ne peux pas vraiment rester dans cette situation. Je suis retournée, je pense, après 10 jours, je suis retournée au YMCA pour présenter ma situation. Malheureusement, les travailleurs sociaux de là, ils m'ont accueilli avec une très grande méfiance. Ils m'ont dit que
non, tu es toute seule, tu n'as pas de famille, donc tu n'as pas le droit de changer, tu dois rester là, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai rencontré une personne et j'ai raconté ma situation, c'était malheureux. Et la personne m'a dit, tu dois chercher toi-même, tu ne dois pas passer par YMCA parce que ces gens-là, ils n'ont pas de compassion. Et c'était vrai. Ils ont dit, il y a des centres ici et là et là. Après, j'ai cherché un centre d'accueil qui était pour les sœurs religieuses. Je suis allée, j'ai présenté toute la situation, j'ai dit que je ne pouvais pas vraiment rester là parce que c'était trop fort, plus fort que moi. Et les sœurs, ils ont dit, ah, OK, ici, on accueille les gens qui viennent avec d'autres expériences dans les familles. Ce n'est pas la même chose. Toi, tu viens d'arriver au Canada, mais quand même, si tu dis que tu ne peux pas retourner là-bas, tu viens, on t'accueille, mais tu n'auras aucun droit parce qu'ici, on donne les maisons aux gens ici, mais toi, là, c'est juste que tu vas rester ici. Et quand on va fermer pour aller en vacances, tu dois te débrouiller. Voilà, je suis quand même allée, c'était un peu différent. Dans le fond, ce n'était pas très différent parce que c'était juste que c'était plus propre, plus présentable, mais au niveau du traitement, c'était presque pareil, c'était presque la même chose. Parce qu'ils nous traitaient comme, il y avait d'autres femmes, ils nous traitaient comme vraiment de petits enfants, tu ne dois pas faire ça, tu dois rentrer à 18h, tu dois prier avec nous. Et puis, des fois, ils nous disaient, vous devez tricoter. Et donc, on nous encadrait comme de très, très petits enfants. Ils te donnaient l'impression comme quoi tu ne connais rien du tout. C'était comme, il ne faut pas toucher ici, il faut faire ça. De façon vraiment très subtile. Mais moi, je le voyais qu'on est. Et des fois, on criait dessus, nous. Et un jour, ce qui m'a choquée, j'étais tombée malade. Et quand je suis tombée malade, j'ai demandé à ce que je reste au centre. Ils ont dit, mais non, c'est impossible, tu dois sortir pour trouver la vie parce que tu ne dois pas rester longtemps ici et tout et tout. Là, je suis allée dormir devant la porte pour attendre l'ambulance. Je suis allée et puis j'ai fait toute la journée seule. J'ai été soignée, mais en même temps, je pensais que quand même, c'est une situation intenable. Il fallait que je pense à chercher d'autres moyens pour que cette situation puisse changer. Donc, j'avais laissé dans l'autre centre d'accueil, je retournais là pour voir les autres, vraiment dans une grande misère. Vous voyez les conditions dans les centres pour sans-abri. Et c'était toujours vraiment de la frustration, c'était des problèmes sérieux. Et voilà, après, je me suis dit, mais je dois vraiment faire quelque chose. Je suis allée, j'ai cherché un bénévolat quelque part dans un centre pour femmes. J'ai fait le bénévolat, j'ai commencé à faire des contacts ici et là un tout petit peu. Après, j'ai quand même pensé à ce que je trouve des organisations des Burundais qui sont ici au Canada. J'ai reçu des informations sur une organisation des Burundais ABC, donc Alliance des Burundais du Canada. J'étais très soulagée quand je suis allée dans un événement qui était organisé par ABC parce que j'ai pu parler aux gens, j'ai fait des connaissances, j'ai pu prendre la parole pour juste un peu parler parce que il arrivait à quelque part où je me retrouvais dans une situation que je ne suis pas capable de gérer parce que chaque fois que j'allais quelque part, c'était vraiment de mauvais regards comme ça. On dirait que, en fait, je n'étais pas traitée comme un être humain à part entière. Et ça me donnait beaucoup de manque d'estime de moi. Je commençais à douter de moi aussi. Donc, à partir de l'ABC, j'ai commencé à proposer des choses. J'ai commencé à rapporter ce que je vois dans les centres d'accueil concernant la situation des Noirs qui vivent dans les centres de sans-abri et tout. Et j'ai commencé à essayer de faire ça et ça et ça. Mais quand même, je voyais que c'est une situation qui doit être échangée en fait et que moi-même, je dois faire une part pour que cette situation puisse changer. Et voilà que je me suis beaucoup impliquée chez ABC, beaucoup.
j'ai beaucoup suivi, j'ai commencé à penser que c'est possible, on peut faire des actions pour changer sa donne. Même chez ABC, jusqu'à aujourd'hui, j'ai été élue comme chef de cellule à ABC Vanier. J'ai donné beaucoup de contributions et tout. Et par après, la situation a quand même changé. Ça n'a pas toujours resté comme ça. J'ai trouvé un emploi. J'ai dû faire beaucoup d'efforts, beaucoup de courage et tout. Et j'ai trouvé finalement un emploi. Et quand j'ai trouvé un emploi, j'ai commencé à être un peu autonome et tout. Mais je n'ai jamais oublié le calvaire vécu au centre d'accueil le calvaire vécu par la population noire dans les centres de sans-abri. Et ça a commencé à beaucoup m'interpeller. Je voyais que c'est une situation qu'on doit combattre absolument. Et voilà que je me suis vraiment impliquée beaucoup dans les organisations communautaires. Après, j'ai vu que finalement, on connaît beaucoup de problèmes et qu'on ne trouve même pas le cadre pour en parler et qu'on vit avec énormément de problèmes, beaucoup de stress, beaucoup de dépression. On n'en parlait pas, notre santé mentale est mise en jeu. Et j'ai regardé vraiment beaucoup de services qui sont donnés aux nouveaux arrivants. C'est beaucoup, il est vrai, c'est beaucoup d'organismes qui donnent des services pour l'implication professionnelle et pour la culture, pour beaucoup de choses, mais aucun sujet sur la santé mentale. Là, je me suis beaucoup questionnée, j'ai dit, mais pour moi, c'est la priorité parce que la santé mentale, c'est vraiment prioritaire. On nous exige de nous impliquer, de nous intégrer rapidement dans cette communauté, mais en même temps, avec les conditions dans lesquelles on se retrouve, il est très difficile d'avoir cette intégration facilement, alors que la question de santé, on vit avec des frustrations, avec des choses, on nous traite très mal et puis ça ne se dit pas, ça reste dans nous-mêmes. J'ai vu que c'était vraiment une grande barrière pour l'intégration. Et c'est de là que j'ai commencé à pouvoir fonder Rafio. Alors, je veux parler un tout petit peu de Rafio. Rafio, justement à cause que j'avais vu beaucoup de choses qui m'arrivaient, beaucoup de choses qui arrivaient à beaucoup de gens de la communauté. Et ça restait vraiment une question. Ça m'a beaucoup motivée de penser à cette organisation. Je ne savais pas que ça va réussir, mais je disais que quand même, si ça ne réussit pas, tant mieux, j'aurais quand même essayé. Mais je voyais que la question de santé mentale doit être débattue parce que le racisme qu'on connaît, la discrimination dont on est victime, ça touche beaucoup plus notre santé mentale. Et cette santé mentale qui n'est pas débattue, il n'y a pas de service vraiment pour les nouveaux arrivants, il n'y a pas de service, surtout les services offerts par les Noirs en santé mentale. Je voyais beaucoup de lacunes vraiment dans ce domaine et je me suis dit, mais je dois me lancer quand même. Si ça ne réussit pas, tant mieux. Je ne vais pas m'accuser de rien. Il faut que j'essaye. Et de là, j'ai commencé quand même à parler avec les gens de la communauté, avec les amis autour de moi, à parler de l'idée que j'avais. En fait, je voyais que déjà, les immigrants noirs, nous sommes foncièrement résilients, mais jusqu'à un point où je constatais que nous sommes tellement résilients que nous tombons dans une résilience, je dirais, inactive. Parce qu'on nous fait accepter des choses. Chaque fois, on dit oui. Chaque fois, on se laisse faire. Chaque fois, on laisse passer les choses. Donc, oui, on est résilient, mais à un certain moment, j'ai constaté que on était comme dans une sorte de résignation. Donc, j'ai approché les gens, les amis ici et là. Et Blandine est membre de Rafio. Et je vais vous parler un tout petit peu de c'est quoi Rafio pour les gens qui ne connaissent pas encore Rafio. Rafio, c'est une organisation à but non lucratif comme d'autres organisations communautaires qui a la mission de contribuer au bien-être global et à l'épanouissement des communautés immigrantes et surtout des réfugiés, surtout des nouveaux arrivants ici en Ontario.
par le soutien psychosocial, par la mobilisation, la sensibilisation, la formation et le changement de mentalité, parce qu'effectivement, on n'en parle pas, il faut qu'on change de mentalité. Mais aussi, nous avons un aspect très important qui nous concerne aujourd'hui, donc la sensibilisation de la communauté d'accueil au sujet de la discrimination, au sujet de racisme, tout ce qu'on vit en tant que personne noire. Il faut qu'on essaie de sensibiliser la communauté d'accueil sur la vraie identité de la personne noire, parce que selon les quelques informations que moi je détiens, des gens d'ici, la communauté d'accueil, moi je les appelle des communautés d'accueil parce que ils sont aussi des immigrants. Parce que quand ils disent que nous sommes des personnes racisées, est-ce que nous, on a une race plus que... Non, ce n'est pas vrai. Donc, il y en a qui nous disent que malheureusement, ils ont de fausses informations sur nous, sur notre identité. Ils ont juste ils n'ont pas fait de recherches, mais ils ont juste des idées préconçues que le noir ne peut pas faire ça, n'est pas bien scolarisé, n'est pas capable de faire ça et ça et ça. Donc, il y en a cet aspect-là, je pense que oui, il y en a qui le font parce qu'ils ne nous connaissent pas assez, ils ne nous connaissent pas assez. Et donc, il y a cette catégorie aussi, mais il y en a qui le font très exprès. Donc, je parlais de Rafio. Et donc, notre choix, le choix de Rafio, on s'est mis ensemble avec les gens qui ont accepté de coopérer sur ce projet. On s'est mis ensemble pour penser ensemble qu'est-ce qu'on pourrait vraiment faire. Et là, on s'est dit que effectivement, il faut l'appeler Rafio Résilience, mais résilience active, pour qu'on puisse nous lever, pour qu'on puisse travailler vraiment très fort, pour qu'on puisse être résilient, mais de façon active, pour qu'on puisse montrer à cette communauté que nous sommes capables de changer la donne. Donc, voilà qu'on a trouvé le nom de résilience active des familles immigrantes en Ontario et qu'on s'est donné la mission de travailler sur le soutien psychosocial. Donc, voilà pourquoi on a fait comme ça. Et qu'est-ce qu'on a fait dès lors? Parce que j'ai oublié de vous dire que c'était quand. Je vous disais avant que moi, je viens de faire 4 ans ici. Mais ça, c'était... les idées sont venues vers la fin de 2019. Les idées de fonder Rafio, c'est venu vers la fin de 2019. Et en 2020, en mars 2020, on a commencé à se mettre ensemble pour débattre de comment pouvoir intervenir à travers cette organisation. Donc, on s'est mis ensemble, les gens sont venus, les gens m'ont beaucoup encouragé et ils ont beaucoup contribué à ce que Rafio puisse voir le jour. Et on a élu un conseil d'administration, on a cherché un comité de travail sur les questions ici et là. Et depuis 2020, on a toujours travaillé, on a un calendrier de rencontres pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et depuis là, on fait des visites sur terrain dans les centres d'accueil pour documenter effectivement, pour voir qu'est-ce qui se passe toujours dans ces centres d'accueil, surtout pour les centres, dans les centres pour les sans-abri, parce que c'est là vraiment qu'on a vu que la vie est très, très difficile pour les nouveaux arrivants noirs. Et moi, ce qui me choquait toujours, c'est qu'on voyait une grande ligne à YMCA avec les Blancs, mais on ne les voyait jamais arriver dans les centres pour sans-abri, c'est-à-dire qu'ils avaient, des maisons réservées à eux. Et je ne vous ai pas parlé de comment j'ai commencé à voir que tout ce qu'on subit, c'est juste du racisme. Parce que là, dans le deuxième centre d'accueil, il y a une Marocaine qui est arrivée. Moi, je ne savais même pas qu'elle était africaine. Et elle était vraiment devenue comme un enfant chéri de ces gens-là. Ils étaient toujours ensemble sur une même table. Et c'est elle-même, elle se moquait de nous. Donc, ça se voyait que c'est juste à cause de notre couleur.
Donc, tout ça, là, moi, j'ai dit que non, il faut faire quelque chose. Il faut vraiment sensibiliser le monde sur ces enjeux-là. Alors, chez Rafio, on essaie de documenter les cas de discrimination basée sur la race, les cas de traumatisme, parce que justement, il y en a qui connaissent vraiment des traumatismes. On a beaucoup de témoignages qui nous arrivent jusqu'ici. Et avant de parler de témoignages, je voulais juste essayer de vous parler de comment on essaie d'intervenir. On a essayé d'organiser des actions communautaires pour écouter les gens, pour juste prendre les informations qui viennent de la communauté directement pour être sûr que le projet qu'on est en train de mettre en place, c'est un projet pertinent. Est-ce que tout ce qu'on constate vraiment, est-ce que c'est vraiment c'est la vie réelle des populations visées? On s'est dit que moi, je voyais sur le terrain que les familles monoparentales ont beaucoup de problèmes d'intégration à cause que seules pour aider ses enfants et chercher ici et là à trouver du travail, c'est très difficile. Donc, on a dit que peut-être aussi les femmes connaissent beaucoup de problèmes de racisme et beaucoup d'autres problèmes de traumatisme. Et les jeunes aussi, les jeunes connaissent énormément de problèmes parce qu'ils viennent ici avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'ambition, beaucoup d'illusions. Et arrivés ici, ils perdent vite vraiment leur espoir parce qu'ils rencontrent des situations inimaginables qu'ils n'avaient pas prévues à l'avance. C'est ce qu'on constate sur le terrain. Et il y a aussi une catégorie des aînés, les aînés qui arrivent ici. Ils rencontrent énormément de problèmes liés à leur âge parce que les personnes âgées, ça c'est difficile beaucoup ont une mobilité réduite. C'est pas facile de courir ici et là pour je ne sais pas pourquoi je sens quelque chose qui me répète. Blandine, est-ce que vous avez une idée? Il y a une voix qui me répète. Non, c'est ta propre voix. Est-ce que tout le monde est sur Sourdine, s'il vous plaît? Ok, je sais pas. Donc, je parlais que... Antoinette, est-ce que tu peux vérifier que tu es sur Sourdine ou bien qu'il n'y a pas d'autres appareils à côté de toi, s'il te plaît? Non. Oui, tout le monde est sur mute, mais apparemment, maintenant, c'est parti. Hein. Oui, on t'entend mieux. Il n'y a pas d'écho. Désolée, parce que l'écho m'a dérangé un peu. Donc, je parlais que pour choisir les groupes cibles, on regardait beaucoup plus les gens les plus nécessiteux. On a vu que peut-être aussi les gens, les âgés, les personnes âgées qui se retrouvent dans des conditions d'immigration en tant que nouveaux arrivants, c'est tellement difficile pour eux, il fallait aussi intervenir. Donc, on a ciblé comme 3 groupes, les aînés, les femmes et les jeunes. On les a écoutés, on a organisé des sessions de discussion pour justement documenter les faits sur le terrain, pour avoir, je dirais, le portrait communautaire. Et puis, on s'est rendu compte que réellement, les gens ont besoin que ces actions soient menées. Les gens ont besoin d'un cadre, au moins d'expression, ont besoin de parler de leurs expériences. Donc, c'est là que on est parti de là, on a continué de visiter les gens, de parler avec les gens, d'écouter. Bien sûr, on a des approches et on ne dénonce pas les gens qui se font écouter parce que vous le savez, avec la confidentialité, c'est tellement sensible, vous le savez avec moi. Donc, c'est comme ça que Rafio a vu le jour. Et nous avons essayé de chercher des partenaires communautaires pour qu'on puisse nous faire appuyer parce que vous le savez, en tant qu'un organisme qui vient juste de naître, on a besoin de beaucoup d'appui, de soutien. Et on a cherché le partenariat avec ABC qui nous appuie beaucoup et l'AFO, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, nous appuie beaucoup. C'est eux qui avaient soutenu les moyens financiers pour
toutes les activités qu'on a Madame réalisées. Antoinette, je m'excuse, je dois vous interrompre. Juste, je vais vous donner juste comme 2 à 3 minutes pour pouvoir finir votre présentation et puis je pourrai donner l'occasion aux participants de poser des questions ou faire des commentaires s'il y a lieu. Bon, dans ce cas-là, il faut que je parle je m'excuse, il faut que je parle des cas réels de discrimination de race qu'on voit, qui nous arrivent. Il y a beaucoup de témoignages là qui arrivent. Donc, c'est vraiment une réalité sur le terrain, la question de discrimination, la question de racisme. Il faut nous mettre debout pour combattre avec toutes nos énergies, sinon, ça ne va pas changer parce que c'est nous-mêmes qui le subissons, c'est nous-mêmes qui doivent agir. C'est ce que je pense. Alors, moi, j'ai beaucoup de témoignages, beaucoup de cas à vous présenter. Malheureusement, on n'a pas le temps, je viens de l'écouter. Donc, les gens qui nous parlent, ils nous parlent avec beaucoup d'émotions parce que c'est des choses qu'ils n'arrivent pas à dire à haute voix. Il y en a qui ne veulent pas vraiment le dire parce que, à cause de la résignation, ils pensent qu'il ne faut pas le dire parce que ça ne va rien changer. Donc, je connais j'ai une amie québécoise qui a adopté une fille noire, une très petite fille. Elle a adopté à 3 ans. Elle est allée en Haïti pour la prendre. Et cette fille, elle grandit dans cette famille. Et sa maman, donc, qui l'a adoptée, elle l'aime beaucoup. C'est une fille orpheline. Et la maman me cherche toujours pour me rapporter des cas de racisme qui arrivent à sa fille. Donc, sa fille, elle subit des problèmes avec d'autres enfants blancs à l'école. Donc, ils lui disent que, d'ailleurs, toi, tu nous dis que c'est ta maman, toi, tu es trop noire, tu es même trop moche, tu n'es pas du tout blanche, donc c'est pas ta maman, il faut changer. L'enfant est traumatisé tellement. Et ça, c'est du côté de l'enfant qui le vit et du côté de la maman qui l'a adopté. Elle aussi, elle me rapporte beaucoup de problèmes avec la famille. Elle est en conflit avec la famille. Pourquoi qu'elle a adopté cette jeune fille alors que c'est un enfant orphelin et tout ça. C'est vraiment beaucoup de cas. Dans notre communauté, il y a énormément de monde qui connaissent des cas de racisme prononcés, parce que vous le savez, il y a le racisme qui n'est pas prononcé, qui est implicite. Il y a des cas de racisme qui sont vraiment flagrants. Donc, c'est tellement de choses. Je connais une famille qui fait beaucoup longtemps ici au Canada, beaucoup d'années. Et les enfants sont allés dans un magasin pour juste magasiner. Et le magasinier, il a appelé la police pour dire que les enfants sont en possession des armes à feu. Et là, donc c'était un mensonge. Et la police est allée intervenir jusqu'à la maison. Ils ont menotté tout le monde et ils ont été vraiment agressés. Et il y avait un voisin, bien sûr, un voisin, parce que parmi les Blancs, il y en a vraiment de très bons cœurs. Ce n'est pas tout le monde qui est trop raciste quand même. Il faut le reconnaître. Moi, je le reconnais chaque fois. Et le voisin a dit à la police, il faut arrêter de faire ça parce que je suis très sûre que cette famille, c'est une famille très intègre. Les enfants, d'eux-mêmes, il n'y a pas d'armes. Ils ont continué à les menacer, à les menotter. Et après, la famille a porté plainte et tout à la police. Ça n'avance pas, il n'y a rien ça n'avance pas du tout. Et c'est vraiment très... et il y a des nous avons reçu une personne de la police qui nous a négocié pour qu'on puisse... Parce qu'il y en a un enfant qui a été tellement traumatisé par ce cas-là, parce qu'il s'est senti accusé injustement. Et jusqu'ici, l'enfant aurait des problèmes et tout. Mais ce qui est bizarre, c'est que la police voudrait vraiment que le dossier ne soit pas... qu'on ne puisse pas poursuivre avec la police, avec le dossier judiciaire. Donc, c'est beaucoup de choses. Et j'inviterai le monde à chaque fois dénoncer les faits de racisme parce que
j'ai une amie aussi, une autre amie qui a travaillé. Madame Antoinette, je m'excuse, je vais devoir vous interrompre. C'est sûr que, à défaut de temps, il va falloir que je vous interrompe. Je suis très, très désolée. Mais ça souligne vraiment l'intérêt du sujet. Ça souligne que peut-être les 2 heures ne sont pas suffisants, que peut-être on aura besoin de beaucoup de sessions, de beaucoup de temps pour aller dans les détails de ce sujet qui est très pertinent, très important. Donc, je suis désolée de vous interrompre, mais je vais demander aux participants, n'importe qui a des questions pour vous, de les poser ou bien sinon de les mettre dans le chat. OK, très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Moi, j'ai une question à Madame Antoinette. Vas-y. Mon nom est Jeanne d'Arc. Et vraiment, je vous remercie de nous dire à long et à large, de nous parler de Rafio. Mais j'ai 2 questions. Je vous ai entendu dire que dans vos interventions, vous écoutez les 3 catégories des gens, notamment les jeunes, les femmes et les personnes âgées. Est-ce que votre intervention consiste seulement à écouter ou bien vous avez d'autres interventions? Et ça, c'est la première et c'est ma première question. Pour expliciter, est-ce que vos interventions se limitent à écouter seulement? Une autre question. Pour cibler les gens, lorsque vous allez écouter, parce que je pense que il y a beaucoup de nouveaux arrivants, ce n'est pas les Noirs seulement. Est-ce que pour souligner effectivement le racisme, vous vous adressez aux personnes noires ou bien, c'est ça la question, est-ce que vous ciblez les Noirs seulement ou bien vous allez pour tout le monde? Merci beaucoup. De vos réponses. Merci beaucoup pour la question, Madame Jeanne d'Arc. Je pense que Blandine, je peux y aller pour la réponse. S'il vous plaît, oui. OK, merci. Merci pour la question. Vous voulez savoir si, Rafio, on fait seulement l'écoute? Je ne pense pas que j'ai même dit ça seulement. Nous avons la mission très, très large parce que vraiment, la question, l'enjeu est grand, très, très grand même. Donc, nous avons une mission large. Notre mission, c'est de pouvoir générer un bien-être des personnes immigrantes. Nous voulons quand même que nous soyons épanouis, nous autres. Nous avons beaucoup de capacités, nous sommes très capables de faire ça et ça. Il faut le mettre en évidence. Il faut montrer à la communauté d'accueil que nous sommes capables. Et pour le faire, il faut essayer de contrer toutes ces questions liées à la discrimination basée sur la race qui nous amènent à des problèmes de santé mentale. Donc, comment on intervient? On ne fait pas seulement l'écoute. D'ailleurs, on écoute qui veut, qui nous contacte. Sinon, on fait beaucoup d'activités. On fait des descentes sur terrain dans les centres d'accueil pas pour écouter, pour faire des visites parce que le monde a besoin de contact physique avec les autres. Donc, on fait on prévoit faire des formations. On a écouté beaucoup de problèmes qui existent. On a tout un tas de recommandations qui ont été formulées. Donc, il y a beaucoup de choses. On va faire des formations. On va faire énormément d'activités. Ce n'est pas seulement l'écoute. Vous avez parlé de si on s'adresse aux populations noires, alors que c'est juste, l'immigration, ça ne concerne pas les Noirs. C'est une très bonne question parce que justement, dans notre vision, c'est de rendre toute personne immigrante très épanouie. Mais je pense que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Rafio est une organisation multiculturelle. On est avec Blandine, avec beaucoup de monde, des Burundais.
On est avec des Canadiens qui le veulent. On est avec des Sénégalais. On est avec des Togolais. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Mais avoir les questions que nous traversons, nous, en tant qu'immigrants noirs, nous devons intervenir d'abord sur les questions qui nous concernent directement. Et je vous ai dit quelque part qu'on essaie de sensibiliser les communautés d'accueil sur l'enjeu de la discrimination. Donc, c'est très ouvert, ce n'est pas seulement pour les immigrants noirs, mais beaucoup plus, c'est pour nous les Noirs qui connaissent ces problèmes qui nous amènent aux déséquilibres de santé mentale. Je m'excuse encore une fois d'intervenir parce que, Blandine, j'aimerais qu'on recentre un peu la discussion. Je ne sais pas, je vois qu'il y a d'autres personnes qui ont levé la main. Je m'excuse, hein. Il nous reste plus que 7 minutes. Ouais, ce que j'aimerais proposer, Antoinette, c'est peut-être envoyer un lien, ce qui amène sur l'organisme pour plus d'informations. Il y a une question de M. Tarsis, et puis là, on va clôturer. Et si on peut prendre la question de M. Tarsis. Merci beaucoup. Merci, Spes, de nous rappeler. Merci beaucoup. Moi, j'ai une très courte question. Hier soir, je participais à une conférence sur la santé mentale qui assaille les hommes noirs. Et ça me ramène maintenant à la question suivante. J'ai entendu vos interventions en faveur des jeunes, des femmes, des immigrants, des vieux aussi, des personnes âgées, excusez-moi. Mais je n'ai pas entendu un accent particulier sur les hommes. Je sais, pour en être un, qu'un homme noir, francophone en plus, subit parfois une triple discrimination. Parce qu'il est noir, parce qu'il est francophone et parce que c'est un homme. Dans cette société, la discrimination envers les hommes est très marquée. On les chasse de leur travail parfois. On leur refuse les services gouvernementaux qui leur sont dus sous diverses formes de dénégation. Mais est-ce que Rafio a quelque chose prévu pour les Noirs, pour les hommes noirs? Merci. Merci beaucoup pour votre question. Comme je viens de le dire, Rafio est ouverte à tout le monde. Vraiment, je pense que je dois vous mettre en lien pour vous donner aussi notre adresse, pour qu'on puisse, chacun qui a besoin vraiment de l'aide ou quoi que ce soit, il faut nous contacter parce que nous, on travaille sur les questions présentes dans la communauté pour tout le monde. Et on avait pensé au début de juste penser à ces 3 groupes, mais on se rend compte effectivement, comme vous le dites, que c'est tout le monde qui a besoin de ce soutien. Merci. Merci tout le monde. À défaut de temps, je vais devoir arrêter ici. Je vais donner l'opportunité. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions. J'entends ma voix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sur Sourdine? Parfait. J'aimerais demander à Madame la vice-présidente de Haguluka de donner un message de clôture et puis je remercie tout le monde qui a participé. Merci. Merci Blandine. Écoutez, moi j'ai écouté avec beaucoup d'attention toutes les interventions. Le temps nous a manqué, mais encore une fois, comme je l'ai dit au début, ce n'est juste que le début. Donc, ça, c'est la première conférence. Il y a une série de 3 conférences. On a eu la chance d'avoir le concours de Patrimoine Canada pour nous aider à justement lancer cette discussion, ce débat sur le racisme. On va prendre en compte tous les recommandations que nous aurons au courant de toutes ces conférences des membres qui vont participer. Je tiens encore une fois à remercier Antoinette, César, Blandine pour leur intervention. Je tiens aussi à remercier Françoise Magunila qui est notre consultante sur ce projet et vous tous qui avez participé, qui avez pris la peine d'écouter. Donc, la discussion continue.
Je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux. Vous verrez qu'il y a une deuxième conférence qui va porter au racisme dans le milieu du travail. Donc, encore une fois, quelque chose qui va vraiment nous toucher. Je vous quitte peut-être sur un mot d'espoir et peut-être César, tu pourras ajouter ça dans tes présentations. C'est une chanson de Samuel Cook que tu connais probablement, A Change is Gonna Come. So, tu as terminé ta présentation sur une note d'espoir et c'est ça que je veux que tout le monde sache. Professeur Jean-Baptiste Nteoutse, vous avez dit il faut vous impliquer. Et si on s'implique, on va voir ce changement. Le combat, c'est un combat de longue haleine. Qui a commencé, tu vois, avec l'histoire. Tu nous as fait cette histoire, César. Antoinette, tu nous as partagé tes expériences, comment tu t'es battue. Ça n'a pas été facile, mais tu y arrives. Donc, on demande à tout le monde de se joindre à nous, de se joindre à Haguruka dans nos discussions qu'il va avoir dans les jours prochains. Suivez-nous sur les médias sociaux. Envoyez-nous un email sur info@haguruka.org, soit pour vos commentaires, mais aussi on cherche des membres. On est une petite équipe, mais une équipe dynamique. Beaucoup d'entre vous nous connaissent, nous aident dans les coulisses, vous n'êtes pas forcément sur le CA, mais vous êtes là et vous nous aidez. Donc, Antoinette, César, je compte sur vous pour vous joindre à nous sur nos forums. Je vais vous voir sur les différentes conférences, nous aider à cette discussion. Merci beaucoup. La même chose, Jean Gabin. J'aimerais continuer à vous entendre, mais vous tous aussi ici qui vous êtes joints à nous, je vous remercie et je vous demande à continuer ces discussions. Ensemble, on peut faire un changement. A change is gonna come. Merci beaucoup. À toi, Blandine. Merci tout le monde sur ce beau discours, message d'espoir. Je vous remercie encore une fois tout le monde, M. César, Mme Antoinette, Mme Space, vice-présidente, Mme Françoise, qui a travaillé corps et âme pour qu'on puisse avoir accès à cette conférence de manière virtuelle. Tous les participants, je vous dis un grand merci. Comme tout le monde l'a dit, il va falloir qu'on soit solidaires. Ensemble, on pourra. Merci et bonne fin de semaine. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.